vers la mer. Le 17 octobre, en Champagne. Passé Truy, je reliais entre elles les parcelles forestières, traquant les vestiges de chemins noirs. C'est un destin de bête que de naviguer de bosquets en taillis. Avant la hache de pierre des sociétés défricheuses, nos ancêtres avaient connu des déplacements dangereux, de grottes en abri, sauts de puces au milieu des océans forestiers où vaquaient les hyènes. Puis, l'homme avait soumis le monde et l'équation s'était inversée. Désormais, la forêt était en miettes, et c'était au tour des animaux de chercher ce qu'il restait de cache dans un espace ouvert. Un archipel en négatif s'était dessiné. C'était un pays plat, plus familier, plus doux, moins cabré que les sculptures de calcaire de la Vésubie, avec des sentiers sablonneux et des reliefs comme de grandes caresses de la paume. J'y trouvais des villages dont j'étais le familier, endormis et ramassés autour de leurs souvenirs. Il n'y avait pas ce coup de poing du soleil sur les choses, ni cet air colérique de la nature provençale. Je savais que j'arriverais au bord de la mer. Le cheminement était complexe dans les chasses gardées. L'IGN ne signalait pas tous les chemins privés. Clôtures et panneaux me refoulaient. Propriété privée. Je suivais d'autres nefs traversées de chevreuils, mais le chemin soudain butait sur des barrières où s'affichait cette précision. Accès strictement interdit. Dernier avis. Foutre du diable. Cela ne plaisantait pas dans la Touraine depuis que Jeanne d'Arc avait secoué le pays. Quand je passais devant une parcelle grillagée où les écriteaux annonçaient un verger sous vidéosurveillance, je compris que j'étais entré dans l'orbite de la ville. Tours approchait. Des villes comme des planètes. Leur gravitation attire les météores, mais à trop s'en approcher, on entre dans les zones de turbulence. J'avais décidé de contourner Tours par l'est. Il me suffirait de passer la Loire à la hauteur de Vouvray et de gagner Monnet. Le plateau entre l'Indre et le Cher se mouchetait de lotissements, de hangars, de ronds-points. Voilà 2 mois que je bagnaudais entre ce mobilier, tâchant de le masquer à ma vue. Cette fois, je n'y parvenais plus. Les chemins noirs, au moins, avaient cette vertu. Ils sinuaient entre les verrues des plans d'occupation des sols. Il fallait que les hommes fussent drôles pour s'imaginer qu'un paysage eût besoin qu'on l'aménageât. D'autres parlaient d'augmenter la réalité. Un jour, peut-être, s'occuperait-il d'éclairer le soleil. Le 18 octobre, par-dessus la Loire. L'approche du Cher fut un gymkhana. D'est en ouest, le long de la rivière, fusaient les lignes ferroviaires et les nationales, axones de la civilisation du flux. La grande affaire de l'époque, se déplacer vite et beaucoup. Moi, j'allais à pied du sud au nord, perpendiculairement aux lignes de transit. Il y allait avoir beaucoup de ponts à passer dans les prochaines heures. Une guirlande de montgolfières était accrochée dans le ciel, au nord-ouest, au-dessus de la Loire. J'imaginais des Américains flottant dans la félicité, buvant du chinon dans de très grands verres à pied, en se félicitant que la région n'ait pas encore été bombardée. Combien de temps restai-je sur le pont de Montlouis, hypnotisé par les remous de la Loire? Ils écumaient entre les piles de pierres. Le courant invitait aux aventures. Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire, comme disait Peggy, appelait à sauter. Cela, il ne le disait pas. L'eau, venue du massif auvergnat, se diluerait dans l'Atlantique. Je passais le pont en longeant les rails du chemin de fer. Sur la rive droite, le plateau de Vouvray portait les vignes et j'allais retrouver là un paysage amical. En Provence, le vin était le sang de la roche frappée de soleil. Ici, une lymphe de sable fécondée par les brumes. Les flancs du plateau tombaient en courtes falaises percées de caves. C'était une alchimie qui me ravissait, celle de la vigne et du vide. Le vin m'était interdit, mais je pouvais encore m'enivrer du vide. La forêt étendue au sud de Monnet allait accueillir mon bivouac.
Il me fallait d'abord passer l'autoroute sur un pont, et je rêvassais longuement, accoudé aux rambardes, l'œil fixé sur l'écoulement des véhicules. Un jour peut-être, lorsque la dernière goutte d'hydrocarbures serait épuisée, le balai finirait, subito. Il faudrait alors être là, au loge d'un pont d'autoroute. Le flot ralentirait, cesserait, les portes s'ouvriraient, les automobilistes sortiraient de leur voiture, se salueraient, l'air éberlué, et continueraient à pied. Je fus dans le bois avec les dernières lueurs. Je fis le feu, montai la petite tente que m'avait laissée Gouasque, et dînai sous le couvert des chênes. J'avais à disposition tous les éléments pour les nuits protectrices. Le soir faisait frémir la forêt. Le râle de l'autoroute parvenait jusqu'à la clairière. La bête se savait menacée. Le mouvement perpétuel à 2 € le litre ne pouvait pas durer éternellement. Le 19 octobre, par la Gâtine Tourangelle. La nuit avait été bruyante. On circulait dans les forêts tourangelles. Des bêtes avaient fourragé les baliveaux. Les feuilles tombaient, la forêt craquait, les arbres pelaient. Ce fut ma première aube de gelée blanche. Les feuilles du sous-bois crissèrent jusqu'à Monet. Suivirent 5 jours dans la plaine, à me brûler les yeux sur le 25 millième. Passer les voies ferrées, longer les lisières, couper les lignes à haute tension, saluer les tracteurs, traquer les sentiers noirs, mon beau souci et mon grand jeu. Le soir, des petits hôtels animés dans le centre des bourgs me changeaient du bivouac. Ce furent mes nuits de racans, maillets, malicornes et chevillers. Parfois, des êtres humains. Ils étaient rares et aimables. Il y en avait à la promenade, aux lisières, tirés par des chiens. Au moulin de Fresnay, je croisais un braque qui donnait à son maître l'occasion de marcher. L'homme était fils des lieux. J'ai connu le moulin en fonction. Mon père apportait le blé et on payait le meunier en farine. Et aujourd'hui, il eut un hoquet ironique, comme si j'avais pu croire un instant que la roue tournait encore. Dans la forêt cuivrée, au-delà de Maillet, se dressaient des menhirs. Des allées siliceuses glissaient entre les pins vers le nord-ouest. À Saint-Martin, le troquet appartenait à une magnifique araignée humaine, vêtue de dentelle noire, plâtrée de maquillage. On demandait son jus en espérant qu'elle vous jette un sort. 2 frères à tête ronde s'imbibaient, se soutenant l'un l'autre dans un tendre geste. Au mur, des bêtes empaillées, une chouette, une corneille, un laireau. La duègne me laissa dormir la tête sur la table, puis vint me réveiller pour y passer un coup de torchon afin que je dorme mieux. Le 22 octobre, dans la Champagne mancelle. Les jours se répétaient. Le paysage changeait imperceptiblement. Seule la politique du territoire y avait imposé ses variations. Il y aurait eu un tableau des cercles concentriques à brosser après une marche pareille. Dans les bourgs du guide Michelin, le centre-ville était charmant, l'église restaurée, et une librairie s'inaugurait parfois devant le salon de thé. Woody Allen aurait pu tourner son film habituel. Ses acteurs auraient trouvé que la province est une fête et que le débarquement avait valu la peine. Venait le 2e cercle, le quartier pavillonnaire. Un monsieur y tondait sa pelouse en pyjama. Il avait fini de laver sa voiture. Une affiche signalait la disparition d'une vieille dame affligée d'Alzheimer. Le 3e cercle apparaissait. Commercial. Le parking était plein. Le supermarché jamais fermé. Les promotions permanentes sur le jarret. Plus loin, un rond-point distribuait les points cardinaux et l'on gagnait les champs, les hangars à machines et des bois où les sangliers attendaient l'ouverture de la chasse. Tout cela prouvait une chose. Avec des efforts, même le français réussit à ordonner le monde. La seule défaite de ces journées résidait dans le fait de s'approcher des élevages de volailles. C'étaient des hangars concentrationnaires suant la souffrance. Les poulets y attendaient la mort, sans bouger, sans voir jamais le ciel. De belles voitures étaient garées devant ces usines de matériaux vivants. Il fallait bien que la concentration profitât à quelqu'un. Mon nez ne percevait plus l'odeur qui émanait des lieux, mais j'en savais le parfum acide.
Souvent, si je commettais l'outrance d'approcher de trop près les installations, pour couper par les champs et gagner 1 ou 2 kilomètres, les gardiens de zone me refoulaient sans amabilité. Peut-être détectait-il chez moi le Parisien prompt à critiquer le paysan avant de s'enfiler son poulet grillé. Dans la même journée, je passais par-dessus la Sarthe, noire, sensuelle, couverte de poudre couleur pyrite. L'autoroute, l'océan, disait-il, et une voie de train à grande vitesse en construction, dont je comprenais l'utilité. Il fallait rajouter une ligne au réseau pour se précipiter vers des lieux qu'on serait pressé à nouveau de quitter. Le 24 octobre, par le pays de Laval. J'approchais de la ville et, entrant dans Entram, je demandai un viandox à la patronne d'un café. « Qu'est-ce que c'est » dit-elle. « Un bouillon, dis-je. »« Jamais entendu. Où trouvez-vous cela ?»« Partout. À Brulon, ils m'en ont servi un hier. »« C'est dans la Sarthe, ça, dit-elle. Cela ne m'étonne pas d'eux. » La Mayenne m'offrit sa tendre allée, 2 jours durant. Le chemin de halage était aménagé par la direction du cadre de vie. Fallait-il être vertueux pour occuper pareille fonction? Les berges perdaient un peu en romantisme ce qu'elles gagnaient en propreté. Il ne se serait pas agi de faire l'amour dans les hautes herbes, mais on pouvait rejoindre Laval sans quitter le bord de l'eau. Laval, où je restais un jour allongé sous mes rêves avant de reprendre le chemin des berges. La rivière était lente, et sous ses reflets d'obsidienne, on imaginait des brochets carnassiers mener de terribles chasses. Une joggeuse opéra un demi-tour paniqué au moment où elle me vit. Je n'osais pas regarder mon reflet dans la rivière. À Andouillé, je m'intéressais à une innovation installée au pied de l'église. Une machine à distribuer le pain remplaçait la boulangerie. On mettait 1 euro dans la fente, on avait sa baguette. La machine avait été vandalisée. Moralité à la française. Quand il manque de pain, le peuple se révolte. Quand il manque de boulangères, il casse les machines. À Chaillan, la lune rousse était montée dans le ciel encore rose, et assis sur le parapet du pont de Lernay, pour fumer, je l'avais montré sans aucun succès aux passants. Je désespérais un peu de rencontrer encore une âme disposée à une conversation quand, au soir d'une marche de près de 40 kilomètres, j'arrivais à La Dorée. Un vieux monsieur que je pris pour un fermier goûtait l'air du soir contre une grange de bois. Il me proposa de passer la nuit chez lui, dans sa maison bordant un pré humide. Sa femme prépara des crêpes. Une motte de beurre y passa. « Comme chez tous les Normands, dit-elle. » C'était un dîner de haute Mayenne avec de douces gens qui alimentaient la conversation de souvenirs. J'étais charpentier, je me suis blessé à 40 ans. On me donnait pour invalide, mais 10 ans plus tard, le pied raide, je suis parti marcher sur les sentiers de randonnée. On l'appelait le vagabond, dit sa vieille épouse. J'ai traversé la France pendant 30 ans. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, tout y est passé. En boitant. Tous les ans, il faisait un voyage. Je le suivais en camion. Un jour, j'écrirai mes souvenirs. Mais j'ai le temps. Mon père est mort à 100 ans. Je n'en ai que 80. Ils me racontèrent les batailles qui déchirèrent la Normandie après le débarquement, les contre-offensives de Mortain, de Falaise, dont ils se souvenaient, et le bon déroulement de leur vie paisible et réglée. Celle que je n'arrivais pas à organiser car les jours filaient sans que je parvienne à triompher de la panique. Ils me préparèrent une chambre, et je jetai quelques notes sur mon carnet, d'où il ressortait que j'avais presque autant marché que mon vieil hôte, mais que cela ne m'avait pas suffi à considérer que j'avais encore du temps devant moi. Le 28 octobre, le bocage mayennais. Au petit déjeuner, je compris ce qui me plaisait le plus chez mes hôtes, quand nous regardâmes le journal télévisé débiter son hachis. Premièrement, ils ne commentèrent rien. Enfin, ils évoquèrent la région et entrecoupèrent toutes leurs phrases de « Nous nous plaisons ici ». Bref, ils appartenaient à un peuple rare, les gens qui se taisent et s'enracinent. Dans les collines de la Haute-Mayenne s'aventuraient les premiers ambassadeurs de la Manche, les mouettes et les hortensias. On enveloppait le poisson dans Ouest-France et il y avait des ardoises sur les toits.
La mer s'annonçait. Dans les arrière-plans brumeux d'un vallon se dessinèrent les ruines d'une abbaye. Je traversais les bois, m'appuyais sur les coteaux. Je m'allongeais souvent pour observer les nuages. Le plus pieux métier du monde. À Saint-Hilaire-du-Harcouët s'ouvrait l'ancienne ligne ferroviaire de Ducey à Mortain. Les rails n'étaient plus en place, mais la coulée existait toujours, fusant plein ouest, sous un boyau de feuillage. Un châtaignier rouge-feu, en avance sur ses frères vert de gris, donnait le signal de l'automne. Les anciennes gares de briques étaient encore debout. Il s'était joué là les terribles épisodes de la bataille de Normandie. Ce que nous prenions 60 ans plus tard pour l'avancée évidente des Alliés, sous les vivats du peuple libéré, avait été plus âpre que prévu. Le bourbier du bocage, selon l'expression de Bivor, lue ce matin dans la Maison de la Presse, avait ralenti l'avance anglo-américaine. La paix était revenue. Et avec elle, le pouvoir des forêts s'était rétabli, et la douceur de la nef verte protégeait à présent le marcheur sous un froissement de feuillage qui électrisait la nuque.